La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on parle pénurie de logements, hausse des taux hypothécaires, assainissement énergétique des bâtiments. Voici les défis qu'affronte en ce moment le marché, le secteur de l'immobilier. Et pour en parler, une invitée de marque, la nouvelle directrice du groupe Nef, en poste depuis le 1er juillet. Aujourd'hui, Virginie Galland est avec nous dans B2B. Bonjour Virginie Galland. Bonjour. Merci d'être avec nous. À un moment donné de votre vie, vous vouliez enseigner. On a pu le lire dans le journal de l'immobilier cette année, mais vous expliquiez avoir très vite compris que ce domaine n'était pas pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait renoncer ou changer d'idée ? Il y avait un événement particulier ou quelque chose ? Non, disons que c'était plus dans une perspective à long terme. C'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'enseignement et aussi la relation avec les enfants, mais c'était plutôt la perspective de faire le même métier toute ma vie qui m'a fait changer de voie. Puis c'est vrai que j'avais déjà eu des expériences dans l'immobilier par le passé. Puis c'est pour ça que j'ai pris un chemin différent. Puis je me suis orientée vers le monde de la régie. Ça tombe bien, l'immobilier, il y a plusieurs multitudes de métiers. Exactement. Multitude de métiers et surtout multitude de contacts, rencontres. Et puis un spectre vraiment très large de compétences qui sont nécessaires. Et puis surtout de personnes différentes que l'on rencontre. Vous parliez de stage. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers ce secteur-là en particulier ? De la régie, vous dites ? J'ai eu l'occasion de faire comme job d'étudiante des emplois pendant l'été chez Nef, d'ailleurs, quand j'étais jeune, dans le monde de la régie. Puis c'est vraiment un domaine qui m'a bien plu, la partie gérance pour commencer. Vous avez fait une formation dans ce domaine, mais vous avez d'abord travaillé 7 ans, je crois pratiquement 7 ans, c'est chez Moser Vernet. Exactement. On recevait en début d'année Sophie Misk et Moser Exactement. ici dans B2B. Et donc avant de rejoindre Nef, qu'est-ce qui a motivé ce changement vers Nef ? Est-ce que ça a un lien avec votre père qui était, on peut le rappeler, il a été Jean-Paul Barthes, administrateur à l'époque. C'est lui qui vous a appelé pour venir ? Pas tout à fait, mais ça s'est fait effectivement dans une continuité. C'est vrai qu'au début, c'était une première expérience. On pensait que c'était une bonne expérience de peut-être commencer par une autre régie. Puis mon expérience chez Moser Vernet s'est extrêmement bien passée. C'est pour ça qu'elle a aussi perduré dans le temps. Et puis après, c'est les opportunités qui ont fait, notamment mon souhait d'évoluer dans ma formation. C'est une opportunité qui s'est présentée chez moi d'aller rejoindre le groupe Nef. En 10 ans, vous grimpez les échelons, vous commencez par gérer un portefeuille d'immeubles, vous devenez par la suite directrice du service gérance, puis directrice, jusqu'au jour où un processus est mis en place pour remplacer à terme l'actuel directeur de l'époque, Étienne Nagui. Vous expliquez que votre nom a été cité à un moment donné. Quelle a été votre réaction lorsque vous l'avez appris ? Bien sûr, premièrement, une grande fierté à titre personnel. C'est aussi valorisant d'être reconnu comme une personne capable de pouvoir prendre ses responsabilités, mais aussi une grande fierté de d'avoir été choisi comme la personne pour représenter les valeurs de Nef, et puis de pouvoir aussi montrer qu'on travaille dans une entreprise qui a des valeurs de progrès, qui est tournée vers l'avenir, qui souhaite aussi favoriser les collaborateurs et l'évolution des collaborateurs, et d'avoir une personne aussi qui vient d'une nouvelle génération pour être à la tête d'un groupe aussi important. Avant cela, vous aviez déjà envisagé d'occuper un jour un tel poste ? C'était dans un projet de carrière ? Non, pas spécialement. Ça s'est fait, je pense, naturellement. Après, on a aussi peut-être certaines aptitudes qui sont innées, je pense, en termes de personnalité. C'est vrai que j'ai plutôt une personnalité de meneuse, donc je me voyais peut-être effectivement conduire un groupe de personnes. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours plu dans ma carrière. Vous le disiez au début, commencer par un portefeuille de gérance, ça veut dire aussi gérer une équipe de gérance. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Et puis, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, de pouvoir avoir la responsabilité de personnes. Vous dites meneuse, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment l'envie de créer une entreprise, la vôtre ? Ouais,
Oui, non, pas spécialement. C'est vrai que je pensais aussi, c'est la vie, c'est les opportunités, puis c'est le chemin qui m'a été présenté, qui a fait qu'on s'est plutôt dirigé vers une voie au niveau de la direction de l'entreprise. On parlera plus en détail du groupe NEF dans la deuxième partie de l'émission, mais voilà, c'est depuis le 1er juillet, donc c'est encore tout frais que vous êtes dans ce poste, mais j'imagine qu'il y a des choses où vous êtes un peu impatiente de changer dans le management. J'entends, qu'est-ce qui change vraiment pour vous depuis le 1er juillet, ou qu'est-ce qui change pour les équipes depuis le 1er juillet, puisque vous êtes aux commandes? Bon, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas un changement radical au 1er juillet, c'est aussi un processus qui s'est fait dans la durée, c'est un processus de transition. Donc, là, le fait que ce poste me soit attribué, c'est une décision qui a été prise déjà il y a plus de 2 ans. Donc on a été vraiment un processus de transition avec Étienne Nagy. Donc l'idée, c'était aussi de poursuivre la voie qui a été mise en place et qui, au niveau de la direction de l'entreprise. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, il y a peut-être certains aspects au niveau... Un exemple, peut-être déjà l'organisation de nos différentes séances. C'est vrai qu'on avait plutôt une politique, je ne dis pas qu'on avait la réunionnite, mais c'est vrai qu'on avait souvent tendance à avoir des séances qui faisaient qu'on avait un certain nombre de personnes qui étaient présentes. Puis c'est aussi lié à la croissance du groupe, où on avait de plus en plus de personnes qui étaient autour de la table et qui n'étaient peut-être pas forcément concernées, où on perdait un peu en qualité et surtout en perte de temps de réunir autant de personnes pour des sujets qui ne concernaient pas forcément tout le monde. Donc, un des premiers aspects était de revoir le calendrier des séances et puis la pertinence de certaines séances. Je vous parlais de ça parce que vous êtes arrivé vraiment à la direction juste avant la pandémie. Le télétravail, aujourd'hui, là, en 2023, vous en pensez quoi? Vous en faites d'ailleurs? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est clair que c'était un baptême du feu. J'ai été nommée à la direction générale au 1er janvier 2020. Donc 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on se retrouve confronté à une crise sans précédent. Donc là, c'était une très bonne mise à l'épreuve des capacités de direction d'entreprise. Il y a des moments où vous avez eu envie de tout arrêter avec cette pandémie quand on arrive... Non, alors je dois dire, je ne devrais pas le dire parce que hormis l'aspect tragique et terrible de cette pandémie, ça a plutôt été quelque chose qui nous a amené vers des opportunités. Notamment, là, vous donniez l'exemple du télétravail. C'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout en place chez nous. On n'avait pas du tout la politique de télétravail. Mais en revanche, tout notre processus de dématérialisation, de digitalisation nous a permis du jour au lendemain d'avoir 400 collaborateurs qui travaillaient chez eux. On a bien sûr eu des ajustements techniques de matériel à faire, mais d'un point de vue travail, les personnes ont pu travailler chez eux et on s'est dit, au final, ça fonctionne. Donc ça, c'est un projet que j'ai mis en place avec notre responsable des ressources humaines, le télétravail à long terme. Et actuellement, nos collaborateurs font du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine pour les personnes qui travaillent à 100%. Donc vous en tirez un bilan positif. Exactement. Vous allez le pérenniser. C'était une demande forte de vos collaborateurs aussi? Oui. Bien sûr, ils ont beaucoup apprécié. Ça va aussi dans cette démarche. Je crois qu'on va parler après de la démarche de NEF, mais c'est vrai qu'on est aussi très engagé dans le développement durable, mais au sens large. Donc ça veut dire aussi au niveau du bien-être de nos collaborateurs. Et le télétravail permet un très bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, sans avoir vraiment tous les extrêmes qu'on a pu subir pendant la pandémie, où on avait vraiment l'emprise de la vie privée dans la vie professionnelle et inversement. Là, ça permet un équilibre qui est apprécié. Si on transpose à vous, quelle directrice avez-vous envie de devenir ou d'être? Je pense proche des gens, c'est-à-dire proche des collaborateurs et aussi proche des personnes avec lesquelles on a des interactions, que ce soit nos clients, nos fournisseurs et puis toutes nos parties prenantes externes, donc ça peut être institutions étatiques ou autres. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez accessible et facile d'accès, donc c'est de pouvoir aussi favoriser le contact et pas d'avoir cette image un peu du sacro-saint du patron, en l'occurrence de la patronne qu'on peut avoir d'une entreprise. Dans les colonnes du Temps, en juin dernier, vous expliquez travailler à 90%. Oui. Difficile de ne pas se laisser grignoter les 10% qui restent? Aujourd'hui, c'est mercredi après-midi, je suis là. Donc effectivement, non, bien sûr, mais il faut savoir faire preuve de flexibilité. C'est pas évident, mais je pense que c'est toute une question d'organisation. Vous avez 2 enfants, une fille qui pratique le patinage artistique, un fils qui fait du hockey. Oui. C'est son père qui lui a transmis le virus, si je ne me trompe pas. Exactement, et son grand-père aussi. Il vous arrive d'aller à la patinoire des Vernets de temps à autre, voir un match? C'est l'autre penchant de ma vie, après la régie dans ma vie privée, c'est fréquenter toutes les patinoires de Suisse romande, mais principalement les Vernets, que ce soit pour aller voir les matchs de mon fils aussi. Je supporte énormément la première équipe, le Genève Servette, donc c'est quelque chose qui me plaît
plaît beaucoup. Mais c'est vrai que quand on a des enfants qui sont très engagés dans le sport, on consacre beaucoup de temps pour ça. Une bonne saison alors pour le GSHC? La première ou le mouvement junior, vous dites? La première. La première, excellente, c'était un moment mémorable. Vous y étiez? Bien sûr, cette finale au Vernet, c'était un moment absolument magique. Nef, c'est un grand acteur roman de l'immobilier, présent dans beaucoup de métiers. Vous les avez dit, plus de 400 employés. C'est plus de 3000 immeubles sous gestion, des états locatifs d'environ 800 millions de francs par année. Il y a eu des transactions immobilières l'an dernier pour plus d'1 milliard de francs. C'est le deuxième groupe, il me semble, à l'échelle romande, juste derrière le leader Gérofinance. Et on recevait ce printemps son responsable, Jérôme Félicité. Il nous racontait, on va commencer par ça, l'état du marché aujourd'hui, que 2022 s'était terminé pour les transactions immobilières en particulier avec un petit retrait. C'était plus difficile, on sentait l'effet de la hausse des taux d'intérêt, mais que 2023 commençait plutôt bien. Pour Nef, comment ça se passe si on regarde par exemple le marché de l'immobilier de logement? Vous dites au niveau des transactions de oui. courtage. Oui, effectivement, c'est surtout l'année 2021 qui a été une très bonne année pour nous. Puis de manière générale, on avait un marché qui était extrêmement dynamique post aussi pandémie. Je pense qu'il y a eu des grands bouleversements personnels chez la plupart des personnes qui ont eu envie d'autres logements. Il y avait aussi un marché des taux d'intérêt qui était très favorable. C'est vrai qu'on a commencé à sentir ce déclin en 2022, avec aussi des tensions, notamment géopolitiques, avec la crise en Ukraine. Ça a aussi beaucoup bouleversé le marché des clients étrangers qui venaient. Puis au niveau de la construction, des coûts de la surenchère au niveau des coûts de construction. Donc on a été dans un marché incertain. Et c'est vrai que là, ça se poursuit en 2023, avec notamment cette hausse des taux qui est bien plus importante encore que l'année passée. Et ça, c'est vrai que ça freine certains acheteurs parce que leur pouvoir d'achat diminue. Ça veut dire que sur le premier semestre 2023, si on fait une comparaison avec 2022, on est sur encore une petite contraction ou une grosse contraction? Non, on reste sur des chiffres qui sont tout à fait corrects, mais c'est vrai par rapport à nous et nos objectifs, mais on ressent quand même une diminution au niveau de l'année passée. Et ça concerne tous les segments du marché ou principalement le haut de gamme? Alors, ça concerne principalement le haut de gamme, notamment pas en termes de demande, mais peut-être en termes de niveau de prix. On voit qu'on a une correction qui est plus importante au niveau des prix sur le segment de prestige. Et après, au niveau de la revente résidentielle, bien sûr, il faut différencier les différentes régions en Suisse romande. Genève reste un marché qui est toujours très attractif et très tendu, où on a quand même peu d'offres sur le marché. Mais sinon, on ressent quand même aussi une contraction au niveau Vous arrivez à mettre une fourchette, cette contraction, elle est de l'ordre de 10, 20, 30%? Alors, au niveau du segment du prestige, on a une contraction plutôt autour des 15-20%. Et puis pour la revente, ce serait plutôt autour de 10%. Et une question se pose aussi pour les bureaux. Est-ce que là, on n'a pas une grande transformation qui vient? Il y a pas mal de bureaux vides, semble-t-il. Qu'est-ce que vous observez? On observe la problématique notamment à Genève, où on a une durée des projets dans le temps qui est extrêmement longue, avec des projets qui sont mis en œuvre, qui sont décidés à un certain moment et puis qui voient le jour 10 ans plus tard et qui ne correspondent plus à l'offre ou à la demande plutôt du marché. On voit aussi qu'il y a eu toute un nouvel essor avec la création de nouveaux quartiers de bureaux, ce qui a comme conséquence peut-être le fait que certaines régions comme le centre-ville se vident et puis on va favoriser des bureaux neufs. On voit par exemple beaucoup de banques qui sont en train de quitter le fameux quartier des banques pour aller en dehors. Se pose la question de ces bureaux-là, qui sont souvent des bureaux anciens, qui ne correspondent plus aux attentes aussi des entreprises, et voir comment est-ce il y a la possibilité de réhabiliter ces locaux-là. Ça veut dire que vous anticipez là un marché difficile pendant quand même peut-être même plusieurs années. Oui, disons que c'est surtout depuis la pandémie, on est dans un marché commercial qui est difficile. On voit avec justement cette entrée en matière des entreprises pour le télétravail. On se rend compte aussi qu'il n'y a plus besoin du même nombre de mètres carrés par rapport le ratio nombre de mètres carrés, nombre de collaborateurs a aussi diminué avec un roulement, avec un travail flexible. Et on voit donc qu'il y a une diminution de la demande. Puis on a aussi eu, notamment si on prend l'exemple de Genève, moins d'entreprises internationales qui sont venues s'installer ces dernières années. J'évoquais
le montant des états locatifs, c'est près de 800 millions de francs. Donc, vous êtes bien placé aussi pour observer l'évolution des loyers. L'inflation est là, vous l'avez évoqué, il y a les taux d'intérêt qui remontent. Là, on se prépare vraiment pour vous préparer, en tout cas, vous annoncer à toutes les personnes qui louent et dont vous gérez les biens à des hausses de loyer de manière importante ces prochains mois. Disons que ça, c'est toujours un discours qui est un peu problématique. C'est vrai que là, la hausse des taux d'intérêt nous permettrait de pouvoir augmenter certains loyers pour autant que le contrat de bail le prévoit, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a différents types de contrats. Il y a deux types de contrats principalement. Il y a ceux qui sont indexés sur l'inflation, Voilà. l'indice des prix à la consommation. Indirectement, donc dans l'indexation coût de la vie, on va prendre en compte le taux d'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les autres. Là, on parle que du logement. Les autres types de contrats, c'est vraiment lié au taux hypothécaire et aussi à l'évolution des charges d'entretien. Et dans les deux cas, ça monte. Dans les deux cas, ça monte et c'est vrai qu'il faut toujours réussir à faire la balance avec la problématique de l'inflation. Le but, c'est pas non plus de mettre les locataires dans des situations difficiles. Et ça, malheureusement, c'est aussi beaucoup des instructions qui viennent de nos clients propriétaires. Les propriétaires, vous les voyez vraiment très pressés d'augmenter les loyers? Non, ben ça, on parle plutôt des propriétaires qui ont des objectifs de rendement. Donc, on va plutôt parler de fonds institutionnels. Mais je pense qu'au niveau de la clientèle privée, on n'est pas forcément dans cette démarche-là. Je pense qu'il y a quand même aussi le sentiment général qui est pris en compte. Vous sentez une grogne des locataires qui monte, hein, beaucoup plus de recours que d'ordinaire? Non, pas plus de recours, mais c'est vrai que de manière générale, je pense qu'on est dans une situation qui est plus tendue avec justement tout ce niveau d'inflation. Donc effectivement, l'individu, on parle aussi des hausses des primes de maladie, donc il y a aussi clairement un climat qui est plus tendu. Ça, c'est sûr. On a aussi les hausses des coûts des énergies qui a un impact aussi direct sur les revenus et puis les dépenses des ménages. Donc il y a un climat général qui est effectivement plus tendu. Un mot sur le développement du groupe Nef. 2021, vous aviez ouvert une agence à Fribourg, complété votre présence dans la plupart des cantons romans. Cette année, il y a un projet en particulier de développement? Non, alors cette année, il n'y a pas de projet particulier. L'idée, c'est surtout de consolider tous les projets que nous avons mis en place. Comme vous l'avez souligné, on a ouvert notre agence à Fribourg. On gérait déjà des biens à Fribourg depuis nos agences de Lausanne et de Neuchâtel. Puis pour répondre aussi aux attentes de notre clientèle, on a souhaité élargir notre présence. Donc, mais c'est toujours une mise en place qui prend un certain temps. Donc l'idée, c'est aussi de consolider ce qu'on a mis en place. Effectivement, mais on reste quand même ouvert aux différentes opportunités qu'on peut avoir, que ce soit dans les régions dans lesquelles on est déjà présent ou éventuellement dans le reste de la Suisse romande, qui reste du coup un marché assez petit, parce que là où on n'est pas encore présent, c'est effectivement le Valais, mais en plaine. Donc pas du tout s'orienter vers le marché de l'immobilier de montagne. On a pour la partie courtage une agence à Crans-Montana et une à Verbier, mais c'est uniquement du courtage et en relation avec notre marque Knight Frank. Donc c'est plutôt l'immobilier de prestige. Mais l'idée, ça pourrait être éventuellement, mais ce n'est pas un horizon à court terme pour le... Pas en Suisse alémanique du tout. Vous avez déjà évoqué la barrière de la langue. Un jour, peut-être? Alors, c'est des questions qui sont revenues régulièrement. Mais pour l'instant, on a plutôt pris le parti pris d'avoir des partenariats avec des régies dans certaines régions en Suisse alémanique où on leur délègue la partie technique donc, et surtout la relation avec les locataires avec cette barrière de la langue. Et si on prend un peu de recul ou si on prend... une vue à long terme, on se projette dans 5 à 10 ans, le groupe Nef sous votre direction, il va se développer de quelle manière? Quel est le plan stratégique, si on veut, votre feuille de route? Comme je l'ai dit, je pense que l'objectif aussi principal, c'est de pouvoir stabiliser aussi cette croissance qu'on a pu avoir et puis aussi savoir... On peut rappeler qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions depuis une dizaine d'années. Non, alors c'est pas forcément lié à des acquisitions, c'est surtout lié aussi aux opportunités. Le fait que maintenant on soit un groupe roman, donc on a des clients qui sont propriétaires sur plusieurs régions qui vont venir à nous parce qu'ils souhaitent avoir un seul interlocuteur dans leur partie, notamment par exemple des fonds suisses alémaniques qui souhaitent avoir un seul intervenant en Suisse romande. Donc c'est plutôt l'acquisition et puis l'agrandissement de notre portefeuille sous-gérance qui a fait qu'on a aussi beaucoup grandi. C'est aussi notre activité de vente qui a énormément augmenté. On a maintenant plus de 60 personnes au niveau du groupe qui travaillent pour notre activité de courtage. Donc ce qui en découle aussi, c'est des activités de marketing. Donc on va avoir des personnes en plus. Donc on a aussi une croissance qui s'est faite de manière organique et naturelle et pas forcément en passant par l'acquisition de sociétés. Donc l'idée, c'est surtout de pouvoir stabiliser ça et puis aussi
continuer sur cette voie de croissance organique. Un autre élément que NEF met beaucoup en avant, c'est la durabilité. Oui. Vous avez même un slogan foncièrement durable. On appréciera le jeu de mots, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, comme je l'ai dit avant, la durabilité, ce n'est pas que au sens de l'environnement, mais bien sûr, c'est l'une de nos préoccupations premières parce qu'en étant gérant d'immeubles, on est un acteur majeur et puis surtout, on a une certaine responsabilité envers nos clients de pouvoir les conseiller, les accompagner dans la transition énergétique. C'est vrai que ça peut être été aussi une tendance pour une certaine période, mais maintenant, c'est clairement une réalité. On le voit à Genève, on a maintenant une nouvelle loi sur l'énergie qui nous impose des transitions, des travaux de rénovation. Donc, on doit pouvoir accompagner nos clients. Et puis, l'autre pendant de la durabilité, c'est aussi l'enjeu social et sociétal. Donc, comme je l'ai dit, on a plus de 430 collaborateurs dans le groupe. De vos collaborateurs. Donc, on a aussi une responsabilité en tant qu'employeur et en tant qu'acteur économique de pouvoir aussi promouvoir un bien-être pour nos collaborateurs. Et aussi, ça va avec la satisfaction de nos clients de pouvoir assurer une stabilité et une longévité d'emploiement pour nos collaborateurs. Pour rester précis sur cette question environnementale qui est vraiment importante, on sort d'immenses périodes de canicule, donc je pense que plus personne n'oserait les nier aujourd'hui, mais par exemple, combien de CO2 émettent les bâtiments que vous gérez? Alors, on ne calcule pas les émissions de CO2 directement de chaque bâtiment. Ce qu'on va faire, c'est plutôt étudier ce qu'on appelle les IDC, les indices de dépenses de chaleur de chaque bâtiment. On va pouvoir déjà faire une première analyse de voir quels sont les bâtiments qui sont les plus pollueurs, entre guillemets, ou qui sont les plus des passoires énergétiques pour lesquels il faut agir rapidement, pour lesquels on va avoir une contrainte. Là, c'est la moitié de votre parc? C'est quelle proportion du parc que vous gérez? Alors, nous, dans le parc que l'on gère, je ne pourrais pas vous donner le pourcentage, mais on est plutôt de bâtiments qui sont dans les normes, disons. Donc, en dessous des 450 mégajoules, c'est l'IDC en tout cas à Genève, on est à plus de la moitié. Ça, c'est sûr. Et est-ce que vous avez la Confédération a un objectif de zéro émission nette d'ici 2050? Chez NEF, ça se traduit aussi par un objectif de cet ordre à cet horizon-là aussi? Oui, alors, émission nette, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a fait pour la première fois cette année le bilan carbone de notre entreprise pour pouvoir aussi calculer notre empreinte. Et puis, sans surprise, les 70% d'émissions de CO2 de notre entreprise sont liées à la gestion des immeubles que nous avons dans notre portefeuille. Donc, bien qu'on n'ait pas une responsabilité directe, parce que nous ne sommes pas propriétaires, on a une responsabilité de pouvoir agir auprès de nos clients. Donc l'objectif, en mesurant ce bilan carbone, c'est de pouvoir dire de diminuer cet impact de 70%, puis de réduire pour qu'on puisse nous agir sur notre activité, mais aussi sur notre Votre objectif, activité de c'est quoi? gérance. C'est de réduire de combien? Alors, on n'a pas d'objectif encore chiffré, mais c'est sûr que c'est de rentrer dans les objectifs de Genève et de les appliquer au niveau du groupe. Ces mises aux normes nécessitent des travaux, donc des investissements. Les propriétaires pourraient, on l'imagine, les propriétaires particuliers d'immeubles être découragés, ce qui pourrait mener à des ventes. Vous remarquez cette tendance? Bien sûr. C'est effectivement une problématique à laquelle on va être confronté. C'est la problématique du financement de ces travaux. On a en parallèle la hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est vrai que le financement par une augmentation de l'hypothèque peut aussi être compliqué en fonction de la situation personnelle de chaque propriétaire. Et c'est vrai que ça peut aussi induire à des ventes. Donc, on a déjà des expertises qui ont été faites, des demandes d'estimation de valeur pour des bâtiments pour lesquels on sait qu'il y a des énormes travaux de rénovation énergétique à effectuer. Suffisamment de ventes pour provoquer une baisse des prix de cette catégorie de biens-là? La problématique, c'est que ces travaux doivent être pris en compte dans le prix de vente. Donc, effectivement, ça a un impact sur le rendement et sur la valeur de vente de l'immeuble. Donc ça se matérialise, on le voit. Oui, bien sûr. Et puis on le voit aussi au niveau des acquéreurs, des acheteurs de biens de rendement, c'est qu'ils vont bien sûr prendre en compte l'étiquette énergétique. On n'utilise pas ce terme à Genève, mais peut-être dans les autres cantons, on va prendre en compte les travaux et les investissements pour pouvoir avoir un immeuble qui ne soit pas en déficience ou qui émette trop d'émissions. Et c'est vrai que ce montant de travaux est pris en compte dans la valeur du bâtiment. Parce qu'à l'inverse, on dit aussi qu'il y a tellement une pénurie de biens sur le marché que
ces questions-là sont finalement secondaires et que les futurs propriétaires cherchent d'abord à placer les fonds dans de la pierre. Non, mais je pense que ça, le marché a quand même évolué par rapport à ça. Déjà, on n'est plus dans une politique d'intérêt négatif auprès des banques. Donc, Ça a vite changé parce que la BNS, elle a remonté ses taux en juin de l'an dernier, 2022. L'urgence de placer des fonds n'est plus forcément là. Et puis surtout, au niveau de la catégorie des acquéreurs, que ce soit notamment des fonds ou autres, il y a de plus en plus de critères ESG qui sont intégrés dans la gestion de leur portefeuille. Donc, l'étiquette énergétique du bâtiment et puis son niveau d'émission est pris en compte dans les bâtiments qui souhaitent acquérir. Dernière question rapide avant de conclure cette deuxième partie. On recevait Philippe Dauphet, ancien directeur des retraites populaires. On le recevait en juin et il disait, bon, cette transition est formidable, mais on a un énorme problème, c'est qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. On ne trouve pas les personnes pour faire assainir ces bâtiments. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est tout à fait. C'est pas évident. Puis d'ailleurs, on prend par exemple l'exemple des panneaux solaires ou photovoltaïques. Il y a une énorme demande, mais on voit qu'il y a déjà pas assez d'entreprises qui sont présentes. On dit qu'il sur le faudrait marché. recouvrir tous les bâtiments de panneaux solaires. C'est en fait utopique parce qu'on n'a pas la capacité On de n'a le faire. pas exactement la main-d'œuvre. Et puis derrière, les entreprises, le temps qu'elles forment des collaborateurs, on sent quand même qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Et un délai plus long dans la réalisation des travaux. Virginie Galland, les métiers de l'immobilier sont à l'honneur sur Netflix depuis 2021 avec une série documentaire. L'agence, le quotidien d'une famille dans l'immobilier à Paris. Vous avez déjà regardé ce programme ? Oui, j'ai regardé, oui, parce que c'est divertissant, mais c'est vrai que il y a un côté très français quand même. Ça correspond un peu à la réalité de ce métier ? Non, je pense c'est quand même un peu très français. C'est quand même quand même un peu une caricature. Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même un côté qui est très joué derrière et puis qui est très mis en scène dans les visites. Mais c'est surtout l'attrait, je pense, du grand public. On a pu le voir. Parce que je reviens peut-être juste sur la première question. Qu'est-ce qui est très français ? C'est cette culture de pouvoir mettre en de pouvoir si vous prenez l'exemple de Stéphane Plaza, qui a vraiment, lui, mis en avant le côté visite de maison, etc., ce que je veux dire, c'est que c'est une culture très française ou très américaine, mais là, c'est transposé à la culture française. Et puis, cette émission, je pense qu'il y a quand même un côté très joué derrière, mais c'est surtout pour le fait de faire envie et de montrer des demeures d'exception au grand public. On l'a compris, c'est pas en regardant ce genre de programme qu'on apprendra le métier de l'immobilier. Ça ne correspond pas au métier d'employé de régie, en tout cas pour la partie gérance, peut-être pour la partie de courtier, parce que c'est vrai qu'on a la chance en Suisse d'avoir de magnifiques propriétés, et puis c'est vrai que les courtiers, notamment spécialistes du prestige, pourraient tout à fait régater avec les courtiers qu'on voit dans cette émission. Chez vous, quelle est votre pièce préférée ? Moi, je dirais le salon, la pièce à vivre. Si vous deviez choisir entre habiter dans la maison du film là-haut, donc suspendue à des ballons, ou la maison de Bilbo le Hobbit dans le Seigneur des Anneaux, quel serait votre choix ? Alors, plutôt pas enterré, plutôt là-haut. Le vrai luxe immobilier pour vous, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un jardin, un emplacement incroyable de l'appartement ou de la villa, ou tout simplement de l'espace ? De l'espace. Merci beaucoup Virginie Galland. Merci à vous, merci pour l'invitation. Sur le plateau de B2B, merci beaucoup Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.